Vous retrouvez dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc, comme à l'accoutumée, ce matin, nous allons nous intéresser à un thème particulier, donc, qui est comment soigner l'être dans sa globalité. Face donc aux défis du quotidien, de la vie quotidienne, de la complexité aussi de nos vies, une approche de santé et du bien-être gagne en popularité. Donc, la thérapie holistique, plus qu'une simple méthode, c'est une philosophie qui considère l'être humain dans sa globalité. Et donc l'esprit, le corps et le bien-être sont concernés donc, par cette médecine holistique. Et pour en parler ce matin, nous aurons donc le plaisir de recevoir Madame Mohamed Brahim Soumeya. Donc elle est thérapeute holistique et naturopathe. Elle sera là dans la deuxième partie de notre émission. Elle sera accompagnée de Madame Latifa Benbouzbid. Donc elle est coach en développement personnel. Elles seront là toutes les deux dans la deuxième partie de notre émission pour parler sur la médecine holistique. Voilà, donc ça sera la thématique de ce matin. Et bien entendu, dans la première partie, j'aurai le plaisir de recevoir Lina Deramchi. Bonjour Lina. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Alhamdoulilah, ravie de te recevoir. Ravie aussi, comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà, donc ce matin, on va s'intéresser à un fruit particulier. Je sais que tu l'apprécies énormément. Oui. Et tu verras qu'on peut en faire plein de bonnes choses et qui peut remplacer le sucre. Dis-moi. Voilà, donc ça sera dans l'info du jour. On va parler des dates et de leurs bienfaits. Tout de suite dans l'info du jour. Voilà, donc le sucre blanc, le sucre raffiné, on sait très bien qu'en ce moment, il est dans le point de mire on va dire de la médecine, de la santé, du bien-être. On sait très bien qu'ils ne font pas en exagérer, notre corps en a besoin, mais pas à des doses, on va dire, aussi grandes qu'on le prend au quotidien. Exactement, Voilà. surtout le sucre raffiné. Surtout le sucre raffiné, effectivement. Donc, ce sucre blanc qui est un réel danger donc, pour notre santé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler donc, d'un fruit qui peut remplacer donc, ce sucre dans certaines, surtout spécialités sucrées. Bien entendu, on va parler de gâteaux, on va parler un petit peu de confiserie, tout ce qui concerne, on va dire, tous ces petits péchés mignons que nous avons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser donc, la date, qui est un fruit qu'on retrouve en abondance dans notre pays. Donc, nous sommes un pays producteur de dattes. On a plus de 150 variétés, il faut savoir, hein, de dattes. Ici à Alger, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les variétés qui arrivent, mais il suffit qu'on descende vers le sud du pays. Bon, les gens qui habitent dans cette région, ils ont de la chance parce qu'eux, ils ont toutes sortes de variétés et c'est spectaculaire. Hein. Ils en profitent. Voilà, effectivement. Donc, une fois, j'avais eu donc, l'occasion d'assister à une foire où ils avaient ramené pratiquement toutes les variétés. C'est incroyable. Donc, que ce soit les formes, les couleurs, les saveurs, c'est extraordinaire. Donc, ce qu'on peut en faire, Lina, c'est tout simplement, étant donné que maintenant, on le retrouve sur le marché sous plusieurs formes, pas uniquement la date qu'on va consommer comme dessert, tout simplement. On retrouve donc de la farine de date, de la mélasse de date. Oui. Il y a aussi même les noyaux de date qui sont utilisés. Je ne sais pas si tu le savais. Donc, même les noyaux de date sont récupérés et en fait, on en fait du café. Et je l'ai déjà goûté, c'est excellent. Donc, on va récupérer les noyaux, les torréfier, les moudre et tout simplement, ça fait un café excellent. Alors moi, par contre, l'information que je sais sur les noyaux de date, c'est qu'en fait, on les utilisait justement avant, dans les anciennes civilisations, pour vraiment mettre le kohl en dessous des yeux ou l'utiliser en tant que mascara. Ah, très bien, c'est vrai, effectivement. Donc aussi, en Kabylie, c'était les noyaux d'olive aussi qu'on utilisait. Oui. Voilà, donc comme quoi, on s'est toujours inspiré de la nature et la nature nous a toujours rendu service. Donc, pourquoi les dates? Tout simplement déjà parce que ça peut nous donner ce petit goût sucré qu'on apprécie, hein, dont on a besoin, il faut le dire. Et aussi, donc, on va avoir la fibre en utilisant donc, les dates sous toutes leurs formes. Hein. On aura aussi toutes les vitamines. Il faut savoir que c'est une bombe d'énergie. On ne cesse de le dire et ça a été maintenant prouvé plus que mondialement, puisque franchement maintenant c'est un fruit qu'on retrouve. Je ne sais pas si tu as remarqué de plus en plus donc sur les réseaux sociaux, sur les 4 coins de la planète, tout le monde en parle. Voilà, donc la barre santé, on essaye de remplacer toutes ces barres de fruits secs généralement que l'on trouve dans les supermarchés et tout, qui ne sont pas vraiment bonnes pour la santé. On donne des recettes donc qui sont faites à base de dattes. Oui. Voilà, pâte de dattes. Donc bien entendu riche en potassium, en fer,
en magnésium. Vraiment, c'est, on va dire, c'est un fruit qui est complet. Nous avons aussi donc la fibre qui est excellente aussi pour le transit intestinal, sans compter bien entendu les oligo-éléments aussi. Qui font partie donc de la date. Et bien entendu, ça remplace le sucre. Tout simplement, ça remplacera le sucre. Donc si on veut faire une petite spécialité de gâteau où on mettra par exemple du sucre, tout simplement, on utilisera par exemple de la mélasse de date. Ce qui est d'ailleurs beaucoup utilisé aujourd'hui, surtout par les régimes healthy. Et même on retrouve beaucoup ça dans toutes les médecines traditionnelles, par exemple chinoises ou ayurvédiques. Et ils utilisent beaucoup la mélasse de date. C'est beaucoup utilisé, bien sûr avec précaution, parce que ça contient aussi beaucoup de sucre, mais c'est un sucre naturel. Absolument. Et qui est d'ailleurs beaucoup mieux digéré, accepté par le corps. Voilà, donc mieux assimilé par notre corps. Exactement. Il y a aussi la farine de date qu'on retrouve un peu partout. Il faut savoir qu'on peut rajouter, donc si on va dire qu'on va préparer, on va se faire un petit gâteau où on va pas mettre de sucre, on va diminuer la quantité de farine et on la remplacera par la farine de date. On aura donc notre quota de sucre. Et c'est totalement sain pour le corps. Absolument. Même aussi donc la mélasse de date, le miel de date qu'on retrouve un peu partout. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est on va dire sous plusieurs formes. Donc on peut acheter un petit bocal de 250 grammes jusqu'à 1 kg. Tout dépendra de ce qu'on aura besoin. Et puis surtout, on a la chance que ce soit naturel chez nous. Absolument. Donc c'est vraiment un produit naturel. 100% naturel, sans conservateur. Il n'en a pas besoin puisque déjà il renferme, il contient du sucre. Donc pas besoin de conservateur, ni de rehausseur de goût, ni tous ces produits-là, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans pratiquement tous les produits. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne une petite idée des dates. Donc si vous avez vraiment envie de remplacer, de diminuer, pas complètement, on le sait bien, donc le sucre blanc, le sucre raffiné, on va commencer à rentrer, on va dire, dans nos habitudes, les dates. Voilà. Exactement. Après, je pense que quand même, nous, on a cette habitude, on aime beaucoup les dates. Absolument. Donc, il y a beaucoup de gâteaux. Il faut savoir que pendant l'Aïd, c'est clair que c'est incontournable. La date est toujours là pendant toutes les fêtes. Et même pendant le mois de Ramadan. Absolument, c'est vrai. Ouais. Puisque, voilà. Donc, on rompt le jeûne avec. Absolument. Ouais. Il y a la pâte de date aussi qu'on retrouve. Donc, autrefois, elle se vend encore comme ça. Donc, elle était dans la peau de chèvre. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, on l'achetait comme ça au kilo, au détail. On enlevait on passait notre temps déjà à la nettoyer, enlever les noyaux de date, à la pétrir aussi. En fait, c'était tout un art. C'était aussi déjà à l'époque, on savait, on connaissait toutes les vertus de ce fruit. Exactement. Voilà. Donc ça, c'était en ce qui concerne les dates. Je voudrais encore vous rajouter une petite astuce. C'est de la confiture, mais pas de la confiture de fruits. Je sais qu'on connaît la confiture de fruits. Tout le monde la consomme en ce moment. Je suis sûre qu'on va commencer à faire la confiture de fraises, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, elle est disponible sur le marché. Par contre, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une confiture de fleurs, de pétales de fleurs, Lina. Ok, wow. Voilà. Donc, je ne sais pas si quand tu te balades un petit peu à Alger, même si tu ne te balades pas, même si tu passes à pied ou en voiture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, la glycine est en fleurs. Okay. Voilà, dans les vieilles maisons, il y a aussi de nouvelles demeures où on plante la glycine. Donc cette glycine qui est un arbuste grimpant. Voilà, donc on peut voir à l'image, c'est une fleur un peu partout quand même. Magnifique, odorante aussi. Donc il faut passer, quand on passe à côté d'une glycine, ça sent très très bon. Donc l'air est vraiment embaumé de son parfum délicat. Et je ne sais pas si tu as remarqué, est-ce que tu as remarqué que ça attire les abeilles, Lina? Oui, j'ai beaucoup remarqué ça, c'est vrai. Voilà. Là où il y a cette fleur, il y a beaucoup d'abeilles. Absolument. C'est une plante qui est miellifère, donc qui attire les abeilles. Et petite astuce, est-ce que tu savais que, par exemple, si on va dire que tu marches dans la forêt et que tu vois, on va dire, un fruit ou une fleur, si tu vois des abeilles aller butiner, tu peux la manger, c'est que ce n'est pas une plante toxique. Wow. Tout simplement, c'est un indice. Merci. Tu suivras, voilà. Donc, où butinent les abeilles, tu peux aller consommer tranquillement le fruit ou la fleur. Donc, c'est une fleur qui est comestible, qui renferme énormément de vitamines. La période est très courte, donc il faut essayer d'en profiter. Tout simplement, donc, la faire en confiture, on remplacera les fruits donc, par les pétales de ces fleurs, comme on faisait autrefois aussi, on faisait la confiture de pétales de rose, Lina. C'est vrai. Voilà. Donc, voilà. Et en Algérie, ça s'appelle Yes. Voilà, donc la glycine. Il y a un très beau chemin au niveau d'Alger. Donc, si vous êtes d'Alger, je suis sûre que vous le connaissez. C'est le chemin des glycines. Oui. Donc, appelé comme ça parce que toute l'allée, tout le chemin est bordé de glycine. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs aussi. Hein. Il y en a du blanc, donc du blanc éclatant jusqu'au violet foncé. Donc, c'est vraiment une palette de couleurs magnifique. Donc, à voir, à respirer, à consommer. Voilà, à consommer, surtout à essayer. Exactement. C'est excellent. On la met même dans des salades. Donc, on peut
l'incorporer. Donc les pétales de glycine, les incorporer dans notre petite salade, ça nous fera toujours d'abord du bien au palais, tout simplement, au moral, au visuel, mais surtout au corps, parce qu'on sait très bien que ça renferme énormément de vitamines, d'oligo-éléments, on va dire beaucoup de nutriments nécessaires pour notre corps. Au final, on revient toujours aux sources, hein. On fait comme les anciennes civilisations et puis on replonge dans tout ce qui est naturel. Voilà, effectivement. Donc pour la recette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cueillir donc, des grappes. En fait, en ce qui concerne la glycine, hein, il faut savoir que c'est des grappes de fleurs. Ce qu'on va faire, c'est que, bien entendu, on va effeuiller, enlever toutes les pétales, les rincer convenablement, parce que, étant donné qu'il y avait des abeilles, il faut s'imaginer qu'il y a des petits insectes. Voilà, donc bien les rincer, prendre le poids de cette pétale qu'on a récupérée et mettre le même poids de sucre. Et là, on va être obligé d'utiliser du sucre blanc. On ne peut pas faire autrement, d'accord? Parce que pour garder le goût, on peut pas. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas, par exemple, mélanger avec les dattes. Voilà. Donc, on mettra le même poids de sucre et on mettra juste un demi-verre d'eau, juste histoire de délayer le sucre et de laisser mijoter pendant à peu près une vingtaine de minutes. Bien entendu, le mettre après dans des bocaux scellés. Donc, essayer de les passer dans de l'eau bouillante, histoire d'enlever toutes les bactéries, les stériliser et les garder un maximum de temps et en profiter donc pendant, pourquoi pas, la période estivale. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fruits pendant la période estivale, on est gâté, mais peut-être généralement à l'arrivée de l'automne. Oui, donc il y a beaucoup moins. Bien, même ça se conserve très très bien. Voilà, donc avoir donc ce parfum et les bienfaits donc de la confiture de glycine. Voilà, pour l'info du jour. Quant à toi, Lina, aujourd'hui donc tu vas nous parler des 4 dimension de la guérison. On va rester toujours dans tout ce qui est bien-être, ce qui est bon pour le corps. Exactement. Et le retour aux sources. Absolument, c'est toujours ma devise. Absolument. Tout de suite, juste après le jingle. Donc Lina, bien-être et vitalité, aujourd'hui on va voir les 4 dimensions de la guérison avec toi. Exactement. Alors généralement lorsqu'on parle de guérison, on a tendance à séparer les types de guérison. Si on remarque, par exemple, si je te dis aujourd'hui comment tu te sens, peut-être tu vas me dire, bon, je me sens fatiguée, mon corps aujourd'hui est fatigué. Mais instinctivement, tu sépares le corps, le mental, l'esprit. Et en fait, les 4 dimensions de la guérison, comme l'indique le nom, ils sont 4. Nous avons la guérison du corps, la guérison du mental, la guérison de l'émotion et la guérison spirituelle. Alors, c'est 4 dimensions différentes, mais qui sont intimement reliées. Lorsqu'on parle, en règle générale, de guérison, on a tendance, comme je t'ai dit, à séparer, mais aussi à ne pas comprendre que tout est lié, alors que tout a toujours été lié. C'est vrai. Et généralement, lorsqu'on ressent peut-être une douleur physiologique, ce n'est pas directement qu'on comprend que cette douleur est un message de notre esprit ou un message de notre émotion actuelle. On se dit généralement que peut-être c'est une maladie, peut-être c'est une douleur passagère, mais il faut savoir que nos scientifiques aujourd'hui nous ont prouvé que le corps est un réceptacle et que ce réceptacle avait une mémoire et que toute douleur qui provenait de notre corps était liée justement à une émotion, à les pensées du moment. Par exemple, si on est stressé, on va remarquer des tensions au niveau des épaules. Absolument, c'est vrai. Oui, alors que peut-être on se dira, oui, j'ai un nœud dans mon épaule, je suis un peu contractée, alors que non. C'est directement lié à l'émotion du moment, au ressenti du moment. Et puis, ça ne peut pas, on va dire, disparaître. La douleur ne peut pas disparaître tant qu'on ne règle pas l'émotion et la pensée du moment. Alors que nous, on va directement cibler l'endroit. On va aller vers sûrement ce point de tension qui nous fait mal. Absolument. On va tout de suite se focaliser sur ça. On va se focaliser sur le côté physique uniquement. Exactement. Et on oublie généralement le côté émotionnel. C'est très culturel quand même, et ça fait partie de nos habitudes, de notre train de vie, je dirais. On n'a pas vraiment le temps de se focaliser sur notre ressenti, alors qu'on nous a prouvé aujourd'hui que c'était finalement la clé. Et que parfois, plusieurs maladies chroniques et même auto-immunes, en fait, provenaient de nos émotions refoulées et nos non-dits.
les choses qu'on ne dit pas, qu'on ne partage pas et qu'on garde pour nous. Avec le temps, donc ça se développe. C'est aussi un peu culturel, Lina, en ce qui nous concerne, surtout nous les Algériens, on a un petit peu cette espèce de pudeur à parler de ses sentiments ou de ses ressentis. On a cette espèce de pudeur qui est dans nos traditions. On montre toujours le côté positif, beaucoup trop de positivité, et puis parfois on oublie de s'exprimer, d'exprimer notre ressenti, et c'est ce qui fait que ça crée en nous des émotions refoulées. Ces émotions restent à l'intérieur, donc on ne les exprime pas, on ne les extériorise pas. Et avec le temps, tout ce qui est émotionnel finit par devenir physiologique. Donc ça se développe avec le temps et ça apparaît par des maladies, des douleurs, des maux de tête et même parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, des maladies auto-immunes ou même des maladies chroniques. Donc ça peut aller vraiment très loin si on ne se rend pas compte avec le temps de l'effet que ça porte sur nous. Parce qu'il faut savoir que le fait déjà de ressentir des émotions et de ne pas pouvoir les exprimer, ça développe beaucoup trop l'hormone du cortisol. Ah oui, cette hormone qui la sécrète énormément. Absolument, qui fait des dégâts. Exactement. Et c'est elle qui fait tous les ravages. Elle détruit le corps et elle détruit toutes les cellules de notre corps. Et donc avec le temps, le cortisol prend beaucoup trop de place dans notre corps et puis la sécrétation d'endorphines ou de dopamine devient beaucoup trop minime. Et avec le temps, on n'arrive plus à vraiment faire la différence entre une émotion donc de joie, de bien-être, et l'émotion qu'on ressent quotidiennement, donc le stress, l'anxiété. On finit par rentrer dans cet engrenage et puis dire c'est une habitude. C'est l'habitude, oui, j'ai l'habitude. En fait, on s'y fait avec le temps, on s'y fait, et alors que l'erreur est là, c'est vraiment tomber dans cette habitude de dire ah oui, c'est comme ça. C'est la vie, c'est le train de la vie. Absolument. Alors non, le train de la vie ne vous dicte pas de toujours stresser, de toujours courir derrière les événements, pas du tout. Parfois, il suffit simplement de ralentir un peu et puis de s'écouter. C'est ce qui est très important. Ce que j'ai remarqué, Lina, c'est en fait depuis qu'on va dire notre nouvelle vie, cette vie sédentaire, cette vie dans les grandes villes, du moment où on s'est un petit peu détaché de la nature, en fait on s'est déconnecté. Parce qu'il faut savoir que la nature nous apaisait quand on était près de la nature, même si on avait un souci. Donc le fait de se rapprocher de la nature nous apaisait, nous déconnecter, si on peut dire, nous remettait un petit peu le compteur à zéro. Bien sûr, oui. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que le fait de se relier à la nature, qui est notre essence, ça nous permet justement de déconnecter. C'est purement naturel et surtout c'est très bénéfique pour le corps. Pourquoi? Parce que le fait de se déconnecter, comme tu l'as dit, et bien au contraire se relier un peu plus à la nature, c'est ce qui va permettre au corps de s'apaiser. Pas que, le corps, l'esprit et la clarté mentale. Et c'est ce qu'on recherche beaucoup. La clarté mentale qui est aujourd'hui perçue comme la clé. Beaucoup de personnes essayent de retrouver cette clarté mentale, mais ils ne savent pas comment procéder et comment commencer cette recherche. Alors c'est très simple. Comme j'ai dit, ça se sépare en 4 parties. Lorsqu'on parle de la guérison corporelle, généralement, on parle de nos cellules. Il faut savoir que les cellules, elles se régénèrent quotidiennement. Et ce qui aide beaucoup, c'est le collagène, on le sait. Et il y a beaucoup d'autres protéines qui nous aident, mais aujourd'hui, la science prouve que le collagène aide énormément le corps à régénérer les cellules. Beaucoup de biologistes et beaucoup de docteurs nous ont donné plusieurs recettes, plusieurs compléments alimentaires, et même dans notre alimentation, donc l'alimentation saine, qui regroupe plusieurs protéines et les huiles essentielles qui peuvent nous aider justement à développer les hormones que nous avons besoin dans le corps. Donc, avec le temps, ça va beaucoup aider à la régénération des cellules et c'est ce dont notre corps a besoin. Donc, lorsqu'on parle également de régénération cellulaire, on parle de bonne nutrition, la nutrition saine. Qui aujourd'hui passe par nos assiettes. Absolument. Aujourd'hui, il faut le dire, les gens commencent à se sensibiliser sur ce niveau-là. Beaucoup de personnes prennent conscience. Il y a vraiment une prise de conscience. Exactement. Absolument. Une bonne prise de conscience et les gens commencent à comprendre que la clé ne réside ni dans peut-être plusieurs médicaments ou compléments alimentaires, mais plutôt dans la discipline de notre nutrition. Donc, comment on mange, comment on gère nos aliments et surtout comment on les digère. Donc ne pas chercher la solution de facilité, Lina, les repas rapides, les dîners vite préparés, tout ça, ça commence vraiment, on va dire, à
ça a été prouvé que c'est mauvais pour notre santé et qu'il fallait, on va dire, prendre le temps. Absolument. Voilà, déjà de cuisiner. Exactement. Et puis même, il faut pas aller chercher très loin, hein. Si on revient dans les anciennes civilisations, on retrouve que finalement, ils avaient la vie qu'on cherche aujourd'hui, mais qu'ils n'avaient pas tous les moyens de se l'offrir. Et pourtant, ils commençaient par les choses les plus basiques. Les choses les plus basiques, c'est donc, pour commencer, l'alimentation, donc savoir ce qu'on mange. Absolument. Plus tard, ensuite, il y a l'activité physique. Si on va vers les anciennes, donc la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine traditionnelle indienne, ils utilisaient beaucoup l'activité physique pour développer non seulement le corps, mais aussi pour rester toujours dans un corps sain. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le yoga, on retrouve la course, la marche à pied, et on retrouve aussi le King Kong. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de moyens de transport, mis à part les animaux, et encore, c'était pas, on va dire, c'était pas pour tout le monde. Donc, c'était vraiment déjà, c'était on va dire, des civilisations qui étaient physiques. Il n'y avait pas moyen de vivre autrement. Exactement. Et ils arrivaient à trouver des moyens, et c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui a été retrouvé, et c'est ce qu'on cherche encore aujourd'hui, c'est ce train de vie sain. Le fait de relier entre bien manger, bien dormir, bien respirer surtout, se détendre, la clarté mentale. On essaye un peu de regrouper tous les points cruciaux qui autrefois ont beaucoup aidé les civilisations au développement et qui aujourd'hui sont beaucoup demandés par les gens. Les gens aujourd'hui s'intéressent énormément à tout ce qui est naturel. Absolument. Et à tout ce qui est bio, à tout ce qui est sain pour le corps et pour l'esprit. Et justement, pour commencer ce train de vie, il faudrait déjà comprendre ces 4 dimensions. Nous avons vu le corps, maintenant on va parler du mental. Le mental est très très important aussi. Lorsque je parle du mental, je parle beaucoup plus de notre cerveau et de notre perception des choses. On a tendance à voir les choses d'une manière un peu globale. Et parfois... généralement de verre à moitié vide. Exactement. Très souvent, oui. Voilà. On est vraiment très impatient et puis on veut rapidement atteindre l'objectif, très rapidement, ou atteindre la fin de l'idée. Et on oublie qu'il y a un passage à faire. Et le cerveau, généralement, il travaille d'une manière très complémentaire avec le corps. Donc le fait déjà d'avoir une idée préconçue de quelque chose va bloquer le corps. Et le corps ensuite va envoyer, donc il y aura des blocages corporels. Par exemple, si j'ai déjà une idée préconçue d'un endroit, mais que j'y vais quand même, eh bien mon corps sera toujours crispé. Absolument, c'est vrai. Je vais avoir des frissons. Après les frissons, je pourrais avoir une fièvre. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer à quel point tout est relié. Tout est relié entre notre mental et notre physique. Exactement. Et pour le mental, il n'y a pas mieux que la méditation, la respiration consciente, c'est très très important. Le fait de bien respirer nous aide justement à avoir cette clarté mentale, car ça sécrète de l'endorphine, et puis ça détend le corps et ça réduit le cortisol. Très bien, très bien. On passe à l'émotion ? On va passer à l'émotion. Très bien. Alors pour le côté émotionnel, c'est toutes les émotions refoulées, les non-dits que l'on garde et qu'on n'arrive pas à partager. Pour ça, je pourrais conseiller donc de communiquer, de parler, d'exprimer ses émotions et puis essayer surtout de bien se comprendre. Voilà, surtout ça. Voilà. C'est vraiment la clé. Exactement. Donc, parce que l'incompréhension reste vraiment des fois des sources de discorde et de problèmes. En fait, ça part vraiment de, comme on dit, partie de malentendus. Absolument. Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Lina, donc, pour toutes ces informations. Donc, on prend en compte qu'il faut toujours garder, on va dire, la tête froide. Absolument. Et à l'écoute de notre corps et de notre esprit aussi. Absolument. Merci beaucoup, Lina. Merci à toi. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah. À la semaine prochaine. Merci. Et tout de suite, on va passer à la deuxième partie de notre émission, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, juste après ces images.
Donc, j'ai le plaisir ce matin de recevoir Mohamed Brahim Soumeya. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Ravie de vous recevoir. Et franchement, je suis ravie d'être là. En tout cas, merci d'avoir fait le trajet jusqu'à Alger. Donc, vous êtes d'Oran et vous vous êtes déplacé pour notre émission. Merci encore. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Donc, vous êtes thérapeute holistique et naturopathe. Exactement. Voilà. Et j'ai le plaisir de recevoir Latifa Bouzbid. Bonjour. Vous êtes une habituée des plateaux de Canal Algérie, surtout de notre émission. C'est un plaisir. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. On est toujours ravis de vous recevoir. Et comme je vous l'avais annoncé, nous allons parler de la médecine holistique dans notre thématique ce matin. Alors, vous pouvez déjà nous appeler au 021 23 98 91 si vous avez des questions à poser à nos spécialistes ou si vous-même, peut-être que vous avez fait appel à cette méthode, quels sont les résultats et qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, essayez de partager avec nous vos expériences. Donc, la première question que je voudrais vous poser, Madame Mohamed Brahim, c'est qu'est-ce qu'exactement donc l'approche holistique? C'est très en vogue, c'est très tendance. On en parle de plus en plus. Il y a beaucoup plus, on va dire, de patients, de personnes qui s'intéressent donc à cette méthode. Elle consiste en quoi exactement? En fait, l'approche holistique, ou ce qu'on peut appeler les thérapies holistiques, il faut savoir donc déjà que c'est en parallèle de la médecine conventionnelle dite allopathique. Donc la médecine holistique est reconnue par l'OMS, tout de même. Et c'est quoi? C'est juste prendre le patient dans sa globalité. Donc c'est-à-dire, on ne va pas prendre en cas juste le symptôme ou la symptomologie, mais on va se dire que l'esprit, le corps, l'émotion sont indissociables. Donc, c'est-à-dire, on va prendre donc le patient corporellement parlant, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant. Donc voilà, on va voir le patient dans toute sa totalité. Alors que la médecine conventionnelle, généralement, va se focaliser sur la pathologie directe. Sur la pathologie, sur le symptôme, on va traiter la symptomologie et puis peut-être qu'on ne va pas essayer vraiment de voir la causalité alors que en médecine dite intégrative, on va vraiment chercher la cause de ces symptômes. Donc on va aller chercher un peu plus loin. Après, je tiens toujours moi à préciser, même à mes patients consultants qui viennent, c'est que c'est au médecin de faire le diagnostic et nous sommes là pour un accompagnement au quotidien de cette pathologie, pour un accompagnement, un soutien psychologique, pour mettre en place une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Et voilà, et la médecine holistique a plein d'outils, énormément d'outils, comme la phytothérapie, l'aromathérapie, justement, la naturopathie. C'est aussi vaste que la médecine conventionnelle, puisqu'on connaît, il y a toutes ces spécialités. Il y a d'abord, bien entendu, le médecin généraliste. Et ensuite, après, il y aura toute une panoplie de spécialités. En fait, c'est la même chose pour... C'est le thérapeute holistique a plusieurs outils, peut se former en plusieurs choses. Après, donc, comme vous, par exemple, vous êtes naturopathe. Naturopathe, j'ai fait de l'aromathérapie, de la phytothérapie, de la sophro, qui aide pas mal. Et moi, ce que j'aime bien, donc, c'est le toucher. Donc, du coup, j'ai fait tout ce qui était massothérapie. Et je me suis rendu compte qu'avec la massothérapie, donc c'est là où on fait intervenir le corps, l'esprit se détend et se met, toutes les choses non dites se mettent à sortir plus facilement. Surtout quand vous parlez du toucher, on a un petit peu tendance à l'oublier que le plus grand organe de notre corps, c'est la peau. C'est la peau. Donc, et c'est l'importance de se toucher, on va dire, de ce contact. Il y a réellement un contact qui s'établit. Il y a un contact qui s'établit et surtout, comme l'organe le plus grand du corps humain et la peau c'est ce qui va ça va être la barrière entre l'extérieur et nous, ça va être notre limite, notre frontière. Donc la peau, c'est ce qui va permettre de nous protéger. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas aller vers l'extérieur, on va voir, ça va nous causer de l'eczéma, des démangeaisons, des choses. Donc tout ça, c'est ce que le corps va somatiser. Ce que l'esprit va lui dire et le corps va somatiser et on va se retrouver avec des réactions allergiques en premier lieu.
Donc la peau est là. Et quand on installe ce toucher, c'est comme si on rassurait notre consultant ou notre patient. Donc on est là, on le touche, on le rassure, il n'y a qu'à voir. Dans la vie, quand on a ce côté tactile, quand on voit une personne qui va mal, il suffit qu'on la prenne dans les bras, qu'on pose la main dessus pour que la personne se sente un peu mieux. Absolument. Donc, il faut dire que de nos jours, dans nos sociétés, ce contact est un petit peu est devenu très limité. Et est devenu presque, on va dire, c'est une barrière qu'il ne faut pas franchir. Tout à fait. Alors que... c'est une barrière qu'il ne faut pas franchir. Et puis, moi, je dis toujours qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid. Et après la Covid, donc on a eu toute cette distanciation sociale où c'est qu'on ne pouvait plus toucher, on ne pouvait plus se serrer la main, on ne pouvait plus... Voilà, il y a eu vraiment, et l'être humain a besoin de ce contact. Bien entendu, oui. On a vu, on a vu beaucoup de vidéos, des gens qui ont, on va dire, immortalisé ce moment où les petits-enfants ne pouvaient pas prendre leurs grands-parents dans leurs bras, et c'était un déchirement, c'est carrément de la souffrance. C'est terrible pour l'être humain de savoir qu'il n'a plus ce contact humain. Et après la Covid, c'est vrai qu'il y a eu cette fracture-là. Et c'est vrai que là, les gens, et nous-mêmes, on s'est rendu compte à quel point s'occuper, prévenir la maladie et s'occuper de notre mieux-être psychologique, mental et corporel était très important. Très bien. Donc ça, c'est un après-Covid, moi je dis. Non, moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un sujet de Yasmine Chouir, donc, qui s'est penchée sur la médecine holistique. On regarde. La médecine holistique est une approche qui considère l'individu dans sa globalité. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les symptômes d'une maladie, elle cherche à comprendre et à traiter les causes profondes, en prenant en compte le corps, l'esprit et l'âme. Cette approche vise à rétablir l'harmonie intérieure et stimuler les capacités naturelles de guérison. Elle repose sur l'idée que la santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais à un équilibre harmonieux entre tous les aspects de l'être humain, physique, émotionnel et spirituel. En plus de l'acupuncture, de l'aromathérapie, des pratiques comme la méditation, la nutrition personnalisée, les thérapies naturelles sont souvent utilisées pour traiter les causes de ces dysfonctionnements. Les praticiens de la médecine holistique considèrent que des facteurs comme le stress, les émotions refoulées ou des habitudes de vie peuvent perturber l'équilibre du corps et mener à des troubles physiques. Leur objectif est d'aider le patient à retrouver cet équilibre naturel en activant les mécanismes de guérison du corps. Parmi les méthodes les plus populaires, on retrouve la naturopathie. La naturopathie se concentre sur le renforcement des capacités naturelles en utilisant les plantes, l'alimentation. Il y a aussi l'homéothérapie. L'homéothérapie repose sur l'utilisation de remèdes dilués pour stimuler les mécanismes de guérison du corps. Il y a la phytothérapie, qui utilise les plantes et leurs extraits pour traiter divers maux. Il y a bien entendu le yoga ou la sophrologie, mais aussi le Reiki, qui est une pratique énergétique qui consiste à canaliser l'énergie universelle par les mains. Bien que la médecine holistique ne remplace pas la médecine conventionnelle, elle peut être un excellent complément pour ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être global. Elle offre une approche douce et préventive, permettant à chacun de se reconnecter à soi-même et de vivre en harmonie avec son corps, son esprit et son environnement. Voilà, c'était un sujet de Yasmine Chouir et vous pouvez, chers téléspectateurs, donc nous appeler au 021 23 98 91. Nous sommes là pour donc répondre à vos questions et surtout écouter vos témoignages si vous en avez. Donc nous parlons de la médecine holistique. Donc cette médecine qui prend, on va dire, l'être dans sa globalité. En fait, c'est ce que vous faites en tant que coach. Vous, c'est, on va dire, beaucoup de personnes maintenant se dirigent vers le coaching, vers cette recherche de bien-être, de se sentir bien dans sa peau, surtout aussi d'être accompagné, parce que c'est pas quelque chose, on va dire, qu'on trouve facilement ou qu'on a, on va dire, c'est pas inné, mais en fait, vous accompagnez beaucoup de gens sur ce chemin. Tout à fait.
Mais en fait, la première demande quand les personnes viennent chez nous en tant que coach, c'est pas pour des pathologies. Non, pas du tout. C'est comme vous disiez si bien, c'est pour un bien-être. C'est que quelque part il y a des blocages, peut-être qu'il y a des relations conflictuelles avec d'autres personnes, des fois avec soi-même. Absolument. Et ça impacte énormément sur le corps, sur le physique. Et on se rend bien compte. Moi, personnellement, il y avait une dame que j'accompagnais qui avait des problèmes d'articulation. Et en travaillant, d'ailleurs, elle m'a dit, moi, j'en ai marre. Et on s'est rendu compte, et elle s'est rendue compte, qu'en fait, elle avait un problème de lien avec les autres. Et les articulations, c'est quoi? C'est le lien. Toutes les articulations, en fait, c'est le lien entre l'avant-bras, le bras et tout ça. Et elle avait un problème de lien. Elle n'arrivait pas à aller vers les autres. Et en fait, le fait de ne pas aller vers les autres, ça a créé chez elle cette pathologie. Et en travaillant ensemble, bien sûr, il y a des blocages, il y a beaucoup... Parce que je dis toujours que le coach, et puis nous, on n'est pas des médecins, on ne soigne pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer ce qui empêche la guérison. C'est juste ça. Et qu'est-ce qui va empêcher la guérison? Ce sont les croyances, ce sont des blocages, ce sont des blessures d'enfance, ce sont une mauvaise perception de sa vie, c'est tout ça. Donc nous, on va travailler plutôt sur ça que sur la pathologie elle-même. Et de toutes les façons, la première des choses, la personne ne vient jamais pour une pathologie, elle vient toujours pour une autre demande. Et elle se rend compte, quand elle commence à libérer tout ça, que même elle, sur son corps, elle se sent encore beaucoup mieux. Et voilà, et tout est lié. Le corps, l'esprit, les émotions, le vécu de la personne, l'environnement, tout absolument est lié. Est lié, très bien. Nous avons un appel, donc nous avons Nassera d'Alger. Bonjour Nassera. Nassera, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Marhaba, bienvenue. Voilà, je vous appelle d'Alger parce que la première partie de l'émission, là, je l'ai ratée par rapport à moi parce que j'ai des douleurs atroces, mais je pense que c'est émotionnel. Donc, je vous appelle pour vous demander, elle sera diffusée c'est-à-dire elle sera passée à YouTube, ça sera pour quand? Parce que j'ai envie de la revoir. D'accord. Je ne peux pas vous donner encore la date, mais plutôt déjà parlez-nous des douleurs dont vous souffrez. Nous avons les spécialistes puisque vous êtes en direct. Soi-disant, c'est des douleurs que je souffre. Franchement, ça fait vraiment longtemps. C'est des douleurs de névralgie. Des névralgies, en fait, c'est quand je suis contrariée ou quand je suis énervée, les douleurs, elles reviennent. Très bien. Et dès qu'il y a un milieu sain, subhanallah, à chaque fois qu'il y a un milieu sain, les douleurs disparaissent. Très bien, très bien. Donc on va tout de suite vous répondre, donc Soumia Mohamed Brahim. La question est pour vous, donc des névralgies. J'imagine que ça doit être au niveau cervico-brachial. Je ne sais pas, elle n'en a pas donné plus, mais j'imagine que c'est ça. Donc là, nous avons vraiment un poids de notre entourage. Nous avons un fardeau, une responsabilité un peu trop lourde à porter sur les épaules. Et ça peut aller, au bout de quelques semaines, quelques mois, on gère. Et au bout d'un moment, cette responsabilité, ce fardeau devient tellement lourd que le corps, bien sûr, il va nous donner des petits signaux d'alerte pour dire hop, faut ralentir là. Moi, il y a quelque chose là, je vais plus gérer. Donc, il va nous commencer à nous donner des petits signaux, des douleurs. D'accord. Donc, est-ce qu'on appelle ça une somatisation? Oui, probablement que ça somatise. Donc, oui. Quand elle dit que quand elle est dans un environnement sain, ces douleurs disparaissent, je veux bien la croire, oui. Ça peut disparaître. Déjà, quand on a un environnement toxique ou c'est qu'on nous en demande trop, on a une contracture musculaire qui se fait automatiquement. Notre corps réagit et nos muscles se contractent. À force de cette contraction, c'est sûr que on peut se créer différents bobos, dont une névralgie cervicale. Et il faut rester toujours à l'écoute de son corps. Il faut rester à l'écoute de son corps. Ne pas négliger. Ne pas négliger. Mais je dis toujours que la médecine holistique, on se tourne vers la médecine holistique une fois qu'on a écarté tout ce qui était organique et physiologique en médecine conventionnelle. D'accord. Donc il est important il est très important d'avoir un médecin
qui va enlever toute cause organique ou physiologique. Et une fois qu'on a ça et le médecin dit ben, c'est une douleur que je n'explique pas, organiquement tout va bien. Donc là on peut passer à l'émotionnel et voir émotionnellement qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a cette douleur et comment donc du coup la traiter. Tout à fait. Moi je pense aussi qu'elle a besoin aussi de connaître ses besoins. Sûrement qu'elle a beaucoup de besoins qu'elle est en train de taire, qu'elle est en train de mettre sous le tapis. Et de connaître aussi ses limites. On a tendance à ne pas connaître ses limites. Absolument. Voilà. Absolument. C'est quand même, on va dire, une caractéristique on va dire presque de tout le monde. Hein. On pense toujours pouvoir aller plus loin, faire encore un peu plus, oui, supporter ça. Mais en fait, il arrive un moment où le corps... Voilà, il y a des alarmes comme ça. La charge mentale, la société d'aujourd'hui que ce soit la femme ou l'homme, on est toujours sous stress, on est toujours sous tension, on doit récupérer les enfants, on doit travailler, on gère mille et une choses à la fois dans une journée qui est relativement... 24 heures n'est pas extensible. Absolument. 24 heures. Oui, il y a des moments où on dit, ouais, j'aimerais bien que... On aimerait bien que ça soit plus long, mais non. Ça reste 24 heures et c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de choses et trop solliciter donc notre esprit, notre corps, et au bout d'un moment il fatigue, et quand il fatigue, il faut l'écouter. C'est le stop. Il faut savoir l'écouter. C'est le stop. Avant que vraiment il fatigue et qu'on se retrouve à plat au lit. Voilà. Donc quels sont les principes fondamentaux qui guident votre pratique en tant que thérapeute holistique? Les principes fondamentaux. Alors, en naturopathie, par exemple, nous sommes toujours donc reliés au grand Hippocrate, hein, tout comme la médecine conventionnelle. Et puis, on sait que la médecine holistique ou la naturopathie, notamment avec tous ces différents outils, si elle n'aide pas, elle ne va pas nuire. D'accord. Donc déjà, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est un effet placebo. Je ne dis pas que c'est un effet placebo. Hein. Ça peut très bien convenir et aider le patient, le voir évoluer, aller vers un mieux-être extraordinaire. Hein. Tout comme chez certaines personnes sceptiques, cartésiennes, terre à terre, où c'est qu'on ne voit pas une grande amélioration parce qu'ils sont dans la résistance. Ils sont dans la résistance. Donc, il faut trouver juste les bons outils pour leur faire lâcher prise. Et dès qu'on a ce lâcher-prise, qu'ils arrêtent d'intellectualiser les choses, et ce lâcher-prise se fait, et là, moi, j'aime bien faire intervenir les énergies, donc notamment le magnétisme et le reiki, et là, on se retrouve vraiment avec ce lâcher-prise, et la personne se laisse aller pour pouvoir l'aider au mieux. Très bien. Donc, vous avez aussi donc, ce genre de résistance chez certaines personnes? Complètement. Et la résistance, c'est la peur du changement, en fait. Absolument. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait très peur. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus, on va dire, quelque chose qui peut faire peur à un être humain que le changement. Tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Et comme on est habitué, moi je ne dis même pas que c'est une zone de confort, c'est une zone d'inconfort, mais c'est plutôt une zone d'habitude. Absolument. Comme on connaît la chose, on l'a vécu pendant des années, on l'a apprivoisé, c'est bon, même si ça me fait mal, même si c'est douloureux, je connais. Mais aller vers autre chose, exactement, je maîtrise, mais aller vers autre chose que je ne connais pas, même si on me dit, même si je sais au fond de moi-même que ça va aller mieux, il y a cette peur-là, il y a cette résistance, il y a cet empêchement. Et tout le rôle du coach, c'est vraiment guider vers ce changement. C'est que la personne arrive à prendre conscience que ce qu'elle vit maintenant n'est pas bon pour elle et n'est pas utile pour elle. Et ce qui lui reste à faire, c'est même si c'est inconnu pour elle et qu'elle ne connaît pas encore, mais tout doucement, avec bien sûr il y a un processus qu'on suivra ensemble, elle va pouvoir aller vers ce changement, mais d'une façon très fluide, avec une bienveillance, avec une... voilà, c'est ce qui facilite le passage au changement utile à la personne. D'accord. Donc en fait, pour chaque patient, vous aurez, on va dire, une approche qui lui convient? Oui, différentes. Les personnes sont différentes, les organismes sont différents. Par exemple, si moi je viens consulter, moi c'est clair que ça va être la naturopathie. Je pense qu'il n'y a que ça qui ferait du bien. La naturopathie, peut-être pas, peut-être. J'ai beaucoup de patients qui viennent pour
pour une prestation en particulier. Et puis on commence, on a toujours une petite anamnèse au départ, donc un petit questionnaire, une anamnèse pour voir la vitalité de la personne. Quelles sont un petit peu les questions que vous posez comme ça, rapidement, quelques-unes? On va savoir à peu près leur sommeil, comment il est, leur alimentation, s'ils pratiquent une activité physique ou pas, s'ils sont sédentaires ou pas. Si, moi, je pose beaucoup les questions s'ils ont certaines pathologies et certains traitements. Donc, il est important déjà que vous fassiez le point sur, on va dire, la vie en général de cette personne. Ah oui, c'est impossible. Je ne peux absolument rien faire. Donc, il ne faut pas venir essayer de cacher quoi que ce soit. Ah ben non. J'ai des questions qui sont quand même assez directes. Je leur dis que moi, je ne suis pas dans le jugement. Je ne suis pas là pour vous juger. Bien au contraire, c'est un cabinet, un espace de non-jugement. Donc, un cabinet de tolérance et de non-jugement. Donc, vous arrivez avec votre vécu, avec vos soucis, votre mal-être. Et si vous ne me racontez pas tout, comment je vais faire pour vous aider? Donc, je dois vraiment savoir. Et puis, on a le secret quand même professionnel, bien entendu, qui est vraiment auquel je tiens énormément. Donc, le secret professionnel, ce que la personne va venir me dire, va rester là. Ça va être entre cette personne et moi-même, et Dieu. donc voilà. Donc, et si je ne connais pas tout, parce qu'ils peuvent prendre des fois, ils peuvent prendre certains médicaments qu'ils n'ont pas envie de déclarer, mais moi, ils doivent me les déclarer s'ils veulent que je les aide. Donc voilà. Donc on fait une petite anamnèse et puis ils viennent pour quelque chose. Et puis là, au bout d'un moment, on se retrouve carrément à aller vers autre chose. Et ils me disent « Ah ben oui, finalement, c'est pas ça que je voulais. Ah, je m'en étais pas rendu compte. D'accord. Ah, mais c'est quelque chose que j'ai jamais osé dire avant. » Et là, pourquoi je le dis? Parce que nous sommes là pour ça et parce que vous êtes en confiance et vous vous sentez capable enfin d'extérioriser ce mal-être pour aller vers ce mieux-être. Les thérapeutes sont là pour l'apporter. Justement, le mieux-être, vous préférez ce mot-là qu'au bien-être? Oui, j'aime beaucoup dire mieux-être que bien-être. Bien-être, je me dis, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, je vais aller me faire un spa, j'ai un peu besoin de bien-être. Je vais aller me faire ça, j'ai besoin de bien-être. » Mais le mieux-être, c'est autre chose. Le mieux-être, c'est enlever ce conflit entre nous et nous-mêmes. C'est se détacher de certaines émotions. C'est cette relation conflictuelle qu'on a avec nos enfants, avec nos parents, avec les conjoints. C'est un tout, et donc on est à la recherche de l'élévation. Quand on cherche du mieux-être, on est dans l'élévation. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le mieux-être, parce qu'on se surpasse. Voilà. Et Dieu sait que c'est pas chose facile, hein. Du tout. Non. Voilà, c'est pas chose facile. Il faut se dire on se dit, oh ouais, je vais y aller, je vais lâcher prise, je vais essayer on va dire, de banaliser tout ce qui m'entoure, mais en fait, c'est pas aussi simple. Pas du tout. Dire lâcher prise, dire je vais aller mieux. Il faut croire qu'il y a des résistances, il y a un vécu derrière, il y a un conditionnement. Il y a des résistances, il y a des croyances limitantes. Il y a des croyances, exactement. Il y a beaucoup de choses qui sont là depuis notre enfance, qui sont là même depuis, j'ai envie de dire, in utero, qui sont là. Et donc, pour débloquer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et puis, il faut que la personne soit prête, psychologiquement, à aller chercher au fond d'elle-même. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies, que notre subconscient, inconscient, ça y est, a mis dans un petit tiroir et a fermé le tiroir et s'est dit stop. C'est bon, je ne retournerai plus au voir. J'en ai fait un déni. Carrément, l'esprit en fait un déni, on continue d'avancer. Et puis c'est bien, c'est cool parce que ça fait pas mal. Waouh, c'est trop bien, on avance. D'accord. J'ai pas mal. Et quand on va voir un thérapeute pour faire ce travail-là, il faut s'attendre à ce qu'il a rouvrir ce petit tiroir. Donc des fois, c'est un peu inconfortable. On risque de pleurer, d'ailleurs ça pleure beaucoup. Oui. Mais ça finit toujours bien. Où c'est qu'on rigole et où c'est qu'on se sent bien et on fait un gros câlin et on dit merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être venue, d'avoir fait cette démarche-là. D'accord. Voilà, on est tous bienveillance. On est toujours dans la bienveillance.
Absolument. Donc c'est vraiment, on va dire, le leitmotiv de toutes les thérapies en général. Donc la bienveillance et en même temps aussi dans le coaching. Tout à fait. Et le non-jugement. Le non-jugement et la bienveillance. Et le non-jugement, c'est important. Moi, je dis ça marche important. ensemble. Tout à fait. Moi, je vois que j'ai créé quelque chose qu'on appelle le cercle de femmes. Donc c'est ouvert, ça par contre uniquement aux femmes, alors que le cabinet est mixte. Mais pour là, j'ai fait donc un cercle de femmes. C'est fait une fois par mois. C'est un moment où c'est qu'on donne la parole à la femme et surtout où on l'écoute. La femme a tendance, on l'entend mais on ne l'écoute pas. C'est vrai. Voilà. Elle a mille et une choses à faire et elle doit les faire. Donc c'est une charge mentale terrible qui se pose. Et donc, cet espace-là que j'ai créé, c'est un espace de non-jugement, de sororité, où c'est qu'on renverse la balance. Allez, au lieu que les femmes s'assoient entre elles, prennent un café et disent oh, « T'as vu ce que l'autre a fait? T'as entendu parler de l'autre? T'as entendu ?» Eh bien non. Si on se soutenait mutuellement, si on s'écoutait mutuellement, et si on se tendait la main mutuellement, parce que même moi, en tant que thérapeute, à chaque cercle de femmes, je me libère de quelque chose. D'accord. Chaque thérapeute a aussi un vécu, a aussi des douleurs. S'il est aussi empathique, c'est parce qu'il a vécu lui-même des choses pour pouvoir mettre cette empathie en place et pour pouvoir être empathique. Et il faut, Dieu sait qu'il en faut de l'empathie pour pouvoir aider le patient. Il en faut de l'empathie. Donc, et pendant ces cercles, moi, ce qui est extraordinaire, ça se fait en groupe. Je leur dis toujours, le moi social, on le laisse à l'extérieur. On le met de côté. Il y a le moi authentique qui rentre. Donc, nous sommes que... Donc, en fait, c'est bas les masques. On laisse les masques. C'est bas les masques. C'est vraiment bas les masques. On reste authentique. On reste authentique. Et cette libération se crée, moi j'aime bien ce qu'on appelle, il y a quelque chose qu'on appelle l'égrégore collectif. L'égrégore collectif, c'est quand on a, dans un effet de groupe, c'est l'énergie du groupe. Quand il y a une personne qui se libère dans ce groupe, ça fait comme un effet domino. Et on a toutes les personnes qui se libèrent en même temps. C'est pour ça que le one-to-one en privé, c'est très bien. Mais avoir il y a aussi le groupe. Dynamique de groupe, cette thérapie de groupe, où c'est qu'on va vraiment faire des exercices de respiration à l'avance, de breathwork, de yoga, enfin de yin yoga, donc vraiment pour recevoir, ou vraiment apaiser, de la cohérence cardiaque, vraiment apaiser la personne. Une fois que ça y est, elle est bien détendue, on rentre dans des ateliers d'écriture, de parole et de libération émotionnelle, mais où vraiment l'espace est de non-jugement et de bienveillance. D'accord, absolument. Donc, ça commence par l'individu, mais en fait, c'est un peu comme un enfant qu'on doit remettre au milieu de la société. Donc, c'est une fois que si on veut on s'est libéré, on va dire juste avec, que ce soit le coach ou avec le thérapeute, mais après, c'est comme si qu'il fallait, maintenant, on va passer à la pratique. Il faut être en société et affronter que ce soit le regard de tous ou même des fois le jugement. On sait très bien qu'on va être jugé, mais en fait tout est dans cette capacité à accepter. L'acceptation est très très importante et puis on commence avant la société, on commence donc moi j'aime bien commencer directement par mon premier cercle. Donc, la personne commence à appliquer ça avec sa propre famille, ses parents, donc ascendant, descendant, fratrie, conjoint. D'accord. Donc on commence déjà là, dans cette bulle de confiance, parce que c'est là, notre bulle de confiance, elle est là. Donc si on arrive à changer certains mécanismes juste avec nos enfants, notre façon de communiquer avec nos enfants, déjà on va leur transmettre ça. Et on va essayer d'apaiser les choses. Moi je dis, il y a des choses au niveau du macrocosme qui sont un peu trop loin et on n'a pas la main dessus. On n'a pas la main dessus, donc autant... aller au niveau du microcosme, là où on peut changer les choses. Peut-être commencer, c'est important de commencer par là, par déjà ce noyau familial. Ah, complètement. C'est là d'ailleurs, tout se joue ici. Tout se joue ici. C'est vraiment avec, comme vous disiez si bien, avec les parents, avec les enfants, avec le conjoint. Et comme vous dites aussi, c'est avec soi-même. Avec soi-même. Mais bien sûr, parce que tous les conflits qu'on a avec soi-même, c'est quelque part des conflits aussi qu'on va aller faire sortir vers les autres. Et si on n'a pas réglé ces conflits avec soi-même, on ne peut pas régler les conflits avec les autres. Donc ça commence déjà par soi-même, comme vous l'avez bien dit. Et là, on sort vers l'extérieur. Et tout
il y a des mécanismes, il y a une perception qui va changer aussi. On change de regard sur sa vie, sur les autres, sur sa propre responsabilité, sur la responsabilité des autres. Parce qu'on oublie, comme disait la dame tout à l'heure qui avait intervenu, moi j'ai cette maladie et à chaque fois, mais en fait c'est ça, c'est parce qu'elle n'a pas encore mis de frontières, elle n'a pas mis de limites. Elle n'arrive pas, me semble-t-il, c'est qu'elle n'arrive pas encore à mettre cette frontière entre ses propres responsabilités qui sont claires, mais pas pour elle encore, et les responsabilités des autres. Donc elle va aller s'incomber les responsabilités des autres, ce qui fait toute cette surcharge, toute cette douleur. Et c'est ça c'est très important. Ça c'est très très bien ce que vous dites. Dernièrement, j'avais eu un patient qui était venu pour une problématique, et donc nous avons commencé à voir cette problématique, à en discuter, à utiliser des outils pour aller chercher cette problématique. Et puis on se rend compte, au bout de la fin de la séance, ça a été assez rapide, que ce n'est pas du tout son problème. D'accord. Que c'est le problème de sa maman qu'il a récupéré. D'accord. Il a fait un transfert et du coup, il s'est attribué cette problématique qui ne le concerne en rien, qui ne le concerne absolument en rien. Et puis, du moment donc que on pointe et on met le doigt dessus, en neurosciences, ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on dit la chose, elle disparaît. Elle disparaît. D'accord. C'est presque un petit peu, on va dire, comme de la magie. Voilà. Oui, parce qu'on a pointé du doigt et du coup, l'esprit a pris conscience de la chose. Très bien. Il a intégré. Voilà, très bien. On a mis des mots sur des mots. Des mots sur des mots, absolument. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Déjà, 1 heure est passée. Donc, franchement, ça passe très vite. C'était tellement intéressant, franchement, qu'on n'a pas vu le temps passer. J'espère que pour les téléspectateurs, j'en suis certaine que ça a été le cas pour vous ici. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi notre émission. C'était Ma famille, ma vie. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, donc à la même heure, à 10h30. Mais entre-temps, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, Inch'Allah. Merci.